Un nouveau numéro de Ma vie d'entrepreneur, l'émission qui donne la parole aux dirigeants d'entreprise en partenariat avec SEV France, le spécialiste des formalités import-export à Thonon. Ce matin, je reçois Pierre Boucaud, PDG de 8 Montblanc. Bonjour Monsieur Boucaud. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation et bienvenue sur l'antenne de Thonon Alpes Radio. Nous allons parler dans quelques instants de 8 Montblanc, mais avant, nous allons nous intéresser à votre parcours professionnel. Pouvez-vous présenter votre parcours ? Alors moi, je suis depuis très longtemps dans les médias. J'ai démarré d'abord dans la publicité. Alors j'ai fait des études. Il se trouve que il y a plus de 30 ans, j'ai été étudiant à l'IUT d'Annecy, voilà, en Haute-Savoie. Et puis ensuite, je suis parti, j'ai continué des études à Paris. J'ai d'abord démarré dans la publicité, dans les groupes Havas et Publicis. Et puis ensuite, j'ai rejoint le groupe Lagardère, à l'époque dans sa filiale presse, qui s'appelait Hachette Philippe Aki Média, pour m'occuper de ce qu'on appelait à l'époque le multimédia. En réalité, c'était déjà le début de la digitalisation, de la numérisation. Là, en l'occurrence, c'était la presse magazine, la presse papier. C'était au début des années 90, donc autant vous dire que le digital, le numérique, Facebook n'était pas encore là, ni Twitter, ni non plus Google, mais on voyait bien qu'une révolution s'annonçait, même si on ne s'attendait pas à cette vague, on voyait bien que les choses étaient en train de bouger. Donc on s'y intéressait. Alors moi, au départ, j'ai démarré d'ailleurs par un format un peu particulier qui n'existe quasiment plus aujourd'hui, qui s'appelle le CD-ROM. Et donc on a fait d'abord de l'adaptation des grands titres de presse du groupe Hachette sur CD-ROM. Par exemple, les fiches cuisinelles, on les a mis sur CD-ROM. Puis après, évidemment, l'Internet est arrivé. On a continué. Moi, j'ai continué à travailler donc, au sein du groupe Lagardère. Et cette fois, je suis auprès directement d'Arnaud Lagardère, au siège du groupe. Même chose pour m'occuper toujours du développement numérique. Et plutôt d'ailleurs en relation avec la télévision. On faisait des projets de télévision interactive. J'ai développé ça. Et puis à côté, je me suis toujours intéressé au local. Je suis provincial et j'ai toujours trouvé que la France, si on la compare à ses voisins européens ou si on compare aussi aux États-Unis, ouais. J'aurais été extrêmement en retard sur la télévision locale, sur l'information locale. L'Espagne, il y a plus de 1000 télévisions locales. Aux États-Unis, les audiences télé numéro 1 sont sur les chaînes locales. Et puis, la France a toujours été très sous-développée de ce point de vue-là. C'est son côté très jacobin, où tout se décide à Paris, où les sièges des grands groupes médias sont à Paris. Encore une fois, tout à fait original et particulier par rapport aux autres pays. Donc, j'ai poussé à ce moment-là le groupe Lagardère à investir dans la télévision locale, pensant que c'était un créneau intéressant. Et à l'époque, le groupe Lagardère avait quelques participations dans la presse quotidienne régionale et donc a utilisé ces participations pour se développer dans la télévision locale. Et donc là, on a racheté par exemple Télé Toulouse, qui était une des télévisions historiques de la télévision locale, dont j'ai été PDG pendant 3 ans. Et puis ensuite, on a répondu à un appel d'offres lancé par le CSA. Je salue d'ailleurs la mémoire de son président de l'époque, Dominique Baudis, qui a énormément encouragé la télévision locale. Donc il y a eu un appel d'offres à Marseille, à l'époque le groupe Lagardère possédait La Provence. Et donc on a remporté cet appel d'offres et on a créé une télévision locale que j'ai dirigée là aussi à Marseille pendant 3 ans. Et puis après, le groupe Lagardère commençait déjà à se désengager complètement de la presse locale. Donc pour moi, j'avais envie depuis longtemps d'être un entrepreneur, d'être comme vous, un homme de médias. J'avais pas les moyens suffisants pour lancer une télévision, racheter un journal. C'était l'époque où les pure players d'informations nationaux se lançaient, comme Mediapart ou Rue 89. Et j'ai pensé que là aussi, il y avait un créneau à prendre sur le local. Et donc, j'ai lancé un des premiers pure players d'information locale qui existe toujours, qui s'appelle Mars Actu, qui est à Marseille. Et je l'ai lancé, développé pendant 5 ans. Malheureusement, j'ai eu du mal à trouver le bon modèle économique. J'étais parti sur un modèle gratuit, alors qu'on voit bien que c'est plutôt aujourd'hui les médias payants sur Internet, en
pure player qui arrive à peu près à s'en sortir. Et voilà, j'ai fait des mauvais choix. Mais bon, l'aventure est extrêmement intéressante. J'ai recruté 7 journalistes. C'est devenu un média alternatif et qui avait beaucoup d'audience donc à Marseille. On a traité des sujets intéressants comme les affaires Guérini au Gaudin. On est un peu loin de la Haute-Savoie, mais j'imagine que vous avez néanmoins entendu parler un petit peu. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant. Et puis, malheureusement, la société que j'avais créée, j'ai dû la mettre en dépôt de bilan. Elle était liquidée. Et donc là, j'ai dû devenir consultant. Et il se trouve qu'un peu par hasard, je suis revenu à la télévision locale en faisant une mission de conseil en Nouvelle-Calédonie auprès d'une télévision locale qui s'appelle Calédonia et dont j'ai conseillé à la direction générale pendant près de 2 ans. Je faisais des allers-retours entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie. Et les actionnaires de 8 Mont-Blanc cherchaient quelqu'un pour reprendre la direction générale de l'entreprise et m'ont proposé le job. Et donc, j'avais quitté la Haute-Savoie, un peu par hasard, je le dis. J'avais fait, il y a plus de 30 ans, un IUT à Annecy. Je n'étais pas revenu dans cette région. Mais bon, le challenge était très intéressant. Et donc, j'ai plongé en 2017 et je me suis retrouvé effectivement directeur général, puis président-directeur général depuis novembre 2017 de TV8 Mont-Blanc, de 8 Mont-Blanc. Là, c'est marqué le 27 novembre 2017, vous devenez donc PDG de 8 Mont-Blanc. Et après, c'est une des plus anciennes chaînes de télévision locale hertzienne de proximité en France. Et donc, vous avez pris vos fonctions de PDG il y a presque 5 ans. Comment jugez-vous l'évolution de cette chaîne ? Alors, déjà, cette chaîne, comme les autres télévisions locales, les médias d'information générale sont en difficulté, ont toujours connu des modèles économiques compliqués. La télévision locale aussi, c'est difficile parce que la concurrence de la presse quotidienne régionale, parce qu'on n'a jamais réussi vraiment à s'organiser en réseau pour vendre de la publicité nationale, comme c'est le cas, je citais l'exemple tout à l'heure des États-Unis, où on peut faire il y a des programmes nationaux qui s'appellent la syndication, qui sont communs, puis après des décrochages locaux, contrairement à ce que fait la radio que vous connaissez bien, comme les indépendants par exemple, qui ont permis d'avoir une régie publicitaire nationale. Bref, pour plein de sujets, la télévision locale en France a eu beaucoup de difficultés à trouver son modèle économique. Et 8 Mont-Blanc, en plus ici, une particularité, c'est que ça a des coûts plus importants que les autres. Pourquoi ? Pour la géographie, parce que généralement, les télévisions locales sont des télévisions métropolitaines. Grenoble, Lyon, Toulouse, Montpellier, Bordeaux. Tout ça, c'est des chaînes dans des grandes agglomérations qui fait qu'avec un ou 2 seuls émetteurs, vous pouvez couvrir à peu près une zone d'un gros million d'habitants. Chez nous, c'est pas du tout le cas. C'est pas faire offense à ton nom que de dire il n'y a pas de grande métropole ici, comparable aux métropoles que j'ai citées précédemment. Donc du coup, on est nous sur 2 départements, la Savoie et la Haute-Savoie. On a, là où les autres, je l'ai dit, ont 1 ou 2 émetteurs, nous on en a 12. Et encore, pour pas couvrir la totalité parfaite des 2 départements, parce que autant la Haute-Savoie est bien couverte, autant la Savoie, on n'est pas en Tarentaise ou en Maurienne par exemple. Donc on a les émetteurs que nous donne le CSA. Donc ça, c'est une difficulté. Et donc en termes de coûts, c'est extrêmement important. Vous imaginez quand, par exemple, vous devez louer ce qu'on fait à TDF, un émetteur qui est au sommet de l'aiguille du Midi, les coûts sont extrêmement importants. Donc là où mes collègues de Grenoble ou de Lyon ont en gros 100 à 150 000 euros de coûts annuels de diffusion, moi j'ai le double. Voilà, donc ça c'était... Et plus le déplacement des journalistes, quand vous devez couvrir 2 départements qui montagneux en plus. Montagneux. Ça entraîne des coûts, les journalistes sont, et moi le premier, tout le temps dans leur voiture, ça déplace. Alors quand vous êtes à Grenoble et à Lyon, vous allez faire vos interviews en vélo, en tramway. Donc, voilà aussi la raison pour laquelle 8 Mont-Blanc en plus avait les difficultés qu'ont les autres, plus des difficultés particulières. À ça s'ajoute la révolution, la concurrence extrêmement forte des plateformes, des Google et des Facebook, qui ont pris en gros 50% du marché de la publicité locale en quelques années. Voilà, donc 8 Mont-Blanc a été en grande difficulté économique, avait été en cessation de paiement, n'était ressorti par un plan de continuation, c'était en gros une dette à rembourser d'1,8 million très lourde qu'elle ne pouvait pas rembourser, et perdait en gros 300 000 euros par an quand je suis arrivé. Donc la situation était quand même assez délicate.
Et vous êtes combien de salariés? Il y a eu des embauches qui ont pu se maintenir? Donc le plan qu'on a fait avec les actionnaires, c'est-à-dire de relancer, de redresser l'entreprise, ça s'est fait avec des diminutions des coûts. On a baissé la masse salariale, mais en continuant à embaucher des salariés. Ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu des coûts de management. En gros, voilà, il y a un certain nombre de dirigeants qui sont partis. Et puis, on a embauché des jeunes journalistes, des jeunes dans la production. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé le modèle économique de 8 Mont-Blanc. Jusqu'à présent, 8 Mont-Blanc faisait de l'audience. Cette audience était vendue au marché publicitaire sous forme d'espace publicitaire. Le problème, je l'ai dit, quand vous avez en face de vous des concurrents qui s'appellent Facebook et Google, ça devient extrêmement compliqué de lutter contre eux. La partie, évidemment, perdue d'avance. Donc, ce qu'on a fait, plutôt que se battre inutilement, on a à la fois utilisé cette plateforme pour se développer sur le numérique. C'était un des soucis aussi de 8 Mont-Blanc qui était assez en retard de ce point de vue-là. On est aujourd'hui, on a 100 000 abonnés sur Facebook. Donc, on est un des premiers médias locaux sur cette plateforme. Et d'autre part, on a changé le modèle économique parce que autant les annonceurs ont quitté la télévision pour aller sur les réseaux sociaux ou d'autres médias, mais pour ça, ils ont besoin de vidéo. Ils ont besoin de contenu vidéo, ils ont besoin de production vidéo. Je le vois, vous, homme de radio, et j'ai en face de moi des smartphones, donc vous savez le poids de la vidéo également. Donc voilà, on a fait ça, on a décidé de produire des contenus vidéo, et pas n'importe lesquels, des contenus vidéo à valeur ajoutée, donc que ce soit des contenus vidéo un peu avec du storytelling, comme on dit, qui raconte des histoires, et puis beaucoup surtout de captation d'événements directs. Là aussi, je vois vos smartphones. On s'est fait une spécialité sur ce sujet-là, où on fait de la captation avec des smartphones, qui permet de faire des captations extrêmement légères et à des coûts extrêmement intéressants. Voilà. Donc ce changement de modèle a permis d'une part à ce qu'on sorte complètement de notre plan de redressement, notre plan de continuation au tribunal de commerce. Depuis le 4 janvier dernier, on n'est plus du tout en plan de continuation, comme on le dit. On a divisé notre dette par 2, qui est passée de 1,9 million à 800 000 euros, un peu moins, 900 000 euros. Et d'autre part, la société, en 2021, a mis ses comptes à l'équilibre. Et la crise sanitaire, bien sûr, est passée par là. Vous l'avez vécu comment dans l'entreprise ? Alors, c'est tout à fait paradoxal. C'est-à-dire qu'au début, comme tout le monde, ça a été la consternation. Mais nous, on a continué à travailler parce que c'est là où on le voyait. Je pense que vous avez dû le vivre aussi. C'est là où les gens voulaient de l'information. Et donc, il y a un moment, vous êtes journaliste en information locale. Si vous ne travaillez pas à ce moment-là, voilà, faut changer de métier. Donc, les gens, en plus, on a vu, c'était une pandémie, une maladie extrêmement locale. Les chiffres n'étaient pas les mêmes entre les hôpitaux d'Annecy, ceux de Thonon, entre la Savoie, la Haute-Savoie. Donc, les gens voulaient de l'information locale. Donc, on a fait le job. Donc, paradoxal parce que nous, on a dû mettre toutes les équipes sur le terrain. Et puis, à ce moment-là, on n'avait pas de revenus. Heureusement, les collectivités locales qui représentent, comme tous les médias locaux, nous à peu près 60% de nos budgets, ont joué le jeu. Voilà, nous ont beaucoup aidés et beaucoup soutenus à ce moment-là. Donc, mais on a dû avoir un système où on continue à travailler. On ne pouvait pas mettre nos équipes au chômage technique. Et de l'autre côté, on n'avait plus nos recettes. Et puis, les captations d'événements sportifs se sont continuellement arrêtées. Mais je pense que ça nous a appris aussi, on l'avait déjà un peu fait, à s'organiser, à travailler, faire beaucoup aussi d'interviews via des Skype. Par exemple, sur notre plateau télé, plutôt que faire déplacer les gens, on les faisait en interview via Skype ou d'autres, ou FaceTime, enfin bref. Ça s'est bien développé, maintenant sur toutes les télés en France. Et puis, on s'est aperçu que notre savoir-faire extrêmement léger de captation d'événements a été très utile et très utilisé. Et je pense aux collectivités locales, par exemple aux municipalités ou aux agglomérations, aux comités de communes, aux comités d'agglomération, qui, dans la loi, doivent ouvrir leurs conseils municipaux d'agglomération au public et ne pouvaient pas le faire, évidemment, pendant cette période. Et donc, c'est mis à faire de la captation vidéo et des streamings de leurs conseils. Et une fois que la crise, on est revenu, que les salles pouvaient de nouveau être ouvertes au public avec un masque, bien entendu, eh bien, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait plus d'audience sur le streaming, sur la vidéo, que des gens qui étaient dans la salle, et puis des gens différents, avec un profil plus jeune, etc. Donc, beaucoup ont continué.
travaille avec le Grand Annecy par exemple. Et puis ici, je suis à Thonon. Hein, on a gagné un marché, un appel d'offres qui a été lancé conjointement par la ville de Thonon et par l'agglomération, Thonon Agglo, qu'on a remporté avec Orange, qui fait que tous les mois, on diffuse sur les réseaux sociaux et on fait la captation des conseils de la ville de Thonon, ce qu'on va faire ce soir, et puis également celle de Thonon Agglo. Justement, ça fait quelle audience? Vous voyez des retours positifs en faisant ça? Très concrètement, vous avez alors selon les sujets, les thématiques évidemment, mais vous avez entre 50 et 100 téléspectateurs qui suivent jusqu'au bout, parce que c'est toujours facile de dire les réseaux sociaux, alors vous avez des milliers de vues, etc. Les gens qui cliquent, qui restent 3 minutes, etc. Ok. Mais sur un conseil qui peut durer 3 heures, 4 heures, 5 heures, on le voit bien, on peut avoir jusqu'à 50 personnes. Alors, ça paraît peu par rapport aux chiffres des réseaux sociaux, on est toujours sur des millions de vues, etc. Tout ça. Mais en réalité, quand on voit le public qui venait généralement quand les salles sont ouvertes, encore aujourd'hui, voilà, là où il y a 10, 15 personnes qui participaient, il y en a 3 fois, 4 fois, 5 fois de plus. Et puis, c'est aussi, je pense, des outils de démocratie directe. On en parle beaucoup. Les citoyens peuvent revenir. C'est en replay. Peuvent voir la démocratie locale se faire, les élus, les débats, les sujets. Ils viennent. Donc, je pense qu'il y a aussi de la transparence. Donc, je pense que c'est vraiment une façon. Et nous, c'est vraiment grâce au Covid. On s'est fait vraiment... nous, on est un média local, donc ça fait partie de notre job de montrer la démocratie locale fonctionner. Donc je pense que ça, c'est un des bienfaits. Cette crise, quelque chose mal aurait bon, a accéléré la digitalisation et la numérisation des collectivités locales. Et là, on le voit concrètement ici à Thonon. Et c'est filmé pareil en smartphone? Voilà, alors... Il y a eu des choix. Nous, on a préféré. Pourquoi le smartphone? Parce que, pour nous, c'est bien en termes de coût. Voilà, c'est moins cher qu'une caméra, je pense. Exactement, très important. 2, l'autre point, c'est qu'on mobilise des moyens beaucoup plus légers. Et aujourd'hui, vous le savez, on est dans un environnement où nous, journalistes, on est toujours à pointer du doigt la décarbonisation de la société, des entreprises, etc. Là, ça l'est parce que des moyens, des smartphones, c'est peu énergivore, ça consomme peu d'énergie. On n'a pas besoin d'un car régie avec un gros matériel, des grosses caméras, des serveurs. Tout ça est dans le cloud, donc c'est extrêmement léger. Hein, le réalisateur réalise avec un iPad, hein, comme vous le faites vous en face de moi. On est sur des outils très légers. Et donc l'impact aussi environnemental est important. Et puis 3, c'est un choix qu'on a fait, qui est un choix social aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi de la robotisation. Hein. Il y a des solutions technologiques avec des robots qui permettraient de tout piloter ça avec des robots. Non, parce que nous, ça nous permet aussi de former des jeunes. Voilà, donc on a des jeunes salariés grâce à ces contrats qui sont chez nous en CDD, en CDI, en apprentissage, qui viennent faire leurs premières expériences de cadreurs, de producteurs. Et donc, c'est aussi de la création d'emplois. Pour expliquer aux auditeurs aussi, des fois, il y a l'animateur. C'est lui, pendant le reportage, qui fait l'interview et qui filme, qui fait le cadreur finalement. Oui, tout à fait. Alors ça c'est ce qu'on appelle donc les JRI, les journalistes reporters d'images, donc qui sont, qui font trois jobs en même temps, effectivement. Le fait de cadrer, le fait de monter, et puis le fait de faire le reportage, donc de caler sa voix off, de faire les interviews. Donc effectivement, la technologie nous permet de le faire, mais aussi l'intérêt, c'est que grâce à ça, on peut traiter beaucoup de sujets et avoir, je le dis, dans des modèles économiques qui sont compliqués, pouvoir néanmoins avoir, comme c'est nous, toujours 17 salariés, dont 7 journalistes dans la rédaction. Donc cette technologie, effectivement, nous aide beaucoup à diminuer les coûts et à nous permettre de faire des reportages avec peu de moyens. Avez-vous des programmes qui sont encore dans les tuyaux? Vous n'avez pas encore sorti depuis 2017? En réalité, vraiment, notre stratégie, elle est double. Un, c'est de continuer l'information locale, la priorité, nos JT, de suivre complètement ce qui se passe en local. Et puis, c'est vrai que la deuxième chose, on a décidé de beaucoup axer sur le sport et le sport en direct. Parce qu'on a la chance d'être dans une région, des villes, des départements qui sont extrêmement dynamiques de ce point de vue-là.
très sportive, beaucoup d'organisateurs, et souvent ils sont assez frustrés parce que ils ont peu de retombées médias. Et donc nous, ce qu'on leur offre aujourd'hui avec nos outils, c'est la possibilité de faire une captation, comme on le fait d'un conseil municipal, mais là évidemment sur des sujets très différents, mais des captations d'événements sportifs. Alors on fait des trails, on fait par exemple des épreuves de ski là cet hiver, on vient de faire 2 épreuves des championnats Coupe du Monde de télémark à Saint-Gervais. On sera de nouveau samedi à Passy, à Pleine Joue, pour faire les championnats de France de télémark. On a fait également sur le lac d'Annecy la Glaglarès, qui est une grande course de paddle. Donc avec nos outils, nos smartphones, on déploie ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur la ligne éditoriale de 8 Mont-Blanc qu'on veut accélérer. On a beaucoup de projets dans le domaine du vélo, dans le domaine du VTT, dans le domaine, je l'ai dit, des trails. Donc c'est un vrai axe de développement pour nous. Donc d'avoir à la fois, je vous dis, cette information locale, parce que les gens veulent leur JT, c'est ce qui fait le plus d'audience, mais à côté de développer les événements sportifs. Aujourd'hui, quelles sont vos ambitions pour l'avenir ? Alors, elles sont déjà de stabiliser, parce qu'on revient, je l'ai dit, de grandes difficultés. Donc l'entreprise, au moment où je vous parle, est sauvée, ce qui n'était pas évident du tout. Donc là, c'est déjà la première chose, de bien sécuriser, de bien stabiliser les choses. Et puis en même temps, nos ambitions, c'est vraiment de continuer notre croissance, justement avec, dans le domaine je l'ai dit, du sport. On pense qu'on peut un peu dépasser nos frontières de la Savoie et de la Haute-Savoie, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a d'essayer de faire de la captation d'événements sportifs pour petit à petit sortir de la Savoie et de la Haute-Savoie. Voilà, d'être un peu plus large. Alors, on est déjà un peu en Suisse. On fait notamment un grand trail qui s'appelle chaque année le Swiss Peaks. On suit, pas très loin de l'autre côté du lac, on va au Bouvray. On part du haut du Valais. C'est un trail qui dure pendant une semaine. Pendant une semaine, on déplace un plateau télé. Nos équipes dorment dans les camps de base avec la tête de course. Donc on se déplace en camping-car, on dort dans les camps de base et puis on déplace le plateau télé, ce qui nous permet de faire entre 2 heures et 4 heures de direct et de suivre cette grande course, le Swiss Peaks. Voilà, donc il y a la Suisse là, il y a vraiment c'est de se dire on a un modèle économique, on sait faire des choses, on sait développer ça, donc on va essayer de développer d'une façon plus régionale sans doute ce savoir-faire. Merci Monsieur Boucaud d'avoir été avec nous sur Tonon Alpes Radio. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes le PDG de 8 Mont-Blanc, un podcast à retrouver sur tononalperadio.com. Merci à vous. Merci. C'était Ma vie d'entrepreneur sur Tonon Alpes Radio avec SEV France, le spécialiste des formalités import-export à Thonon-les-Bains.